Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, konnichiwa. Bienvenue au Losers Club, le podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres ou de jeux vidéo. Pour les amateurs d'horreur japonaise, une série était grandement attendue sur Netflix ce vendredi 3 juillet. En effet, la série Ju-On Origins est sortie mondialement sur nos petits écrans, énième déclinaison de la franchise Ju-On The Grudge. C'est donc une franchise très lucrative, et c'est pour nous l'occasion de critiquer la série et de parler de notre rapport à la saga de films qui nous a pour certains d'entre nous fait trembler quand nous étions plus jeunes. Je suis Thierry, et avec moi les spécialistes de l'horreur, Mickaël. Konnichiwa, Sakura Thierry. Ça veut dire fleur de cerisier. C'est pas grave, c'est ma fleur du cerisier, Thierry. T'as qu'à l'appeler Onisan. Céline. Salut. Konnichiwa. Et Hugues. Konnichiwa. Arigato. Oh mon dieu. Ju-On, c'est une histoire de fantômes japonais et de maisons hantées après qu'un meurtre violent a été commis et a créé une malédiction. Tout commence en 1998 lorsque Takeshi Shimizu prend part à un film anthologique à l'initiative de Kiyoshi Kurosawa, un grand réalisateur et également son professeur. Sur les 4 courts-métrages, Takeshi Shimizu en écrit et réalise 2. Suite à cela, il tournera 2 longs-métrages Ju-On en 2000 destinés à la VHS, qui incorporent ce qui est raconté dans les courts-métrages et racontent la fameuse malédiction. Ces films ont tellement de succès de bouche à oreille qu'on lui demande de réaliser 2 nouveaux films en 2002 et 2003, cette fois-ci pour les salles japonaises. À nouveau, le succès est impressionnant et on lui demandera de réaliser des remakes, cette fois-ci pour le cinéma américain. C'est d'ailleurs ce film de 2004 qui est le plus mondialement connu avec Sarah Michelle Gellar. Il y a eu ensuite un 3e film aux États-Unis en parallèle, 5 autres films au Japon, dont le crossover Sadako vs Kayako, mais tous ces films n'ont pas eu grand succès et personne ne les a vus dans l'équipe. Enfin, en 2020, la saga refait surface puisque Nicolas Péché réalise un nouveau film de Grudge, qui sort en janvier, et la série Ju-On Origins est sortie sur Netflix le 3 juillet. La série se veut donc raconter l'origine de cette malédiction, en tout cas de cette histoire, mais dans un premier temps, laissons la série de côté et dites-moi, que représente l'imaginaire de Grudge, Ju-On, pour vous? Mickaël. Alors, à une époque, sur France 2, ils présentaient des films d'horreur le soir. Je devais avoir entre 14 et 15 ans. Et j'ai vu à cette époque beaucoup de classiques qui m'ont marqué, dont Shining, tout le monde connaît ici, Rosemary's Baby, et surprise, The Grudge. The Grudge, c'était cette version américaine de 2004, et il y avait vraiment une scène qui m'a marqué, où en fait il y a un personnage qui avait disparu, et qui réapparaît dans l'hôpital, où c'est pas un hôpital, c'est une sorte de truc pour maison de retraite, et un des personnages masculins voit cette fille en train de marcher, et elle se retourne et elle a pas de mâchoire. Et en fait, ça a été vraiment un choc pour moi. Et je m'en suis rappelé tout le temps avec ce bruit très guttural, que vraiment quelque chose très de Grudge, là, bon, très mauvaise imitation de ma part, mais c'est pas grave. Et c'était de l'horreur qui était en même temps mentale et gore, ce que je n'avais pas vraiment vu avec, du coup, Shining et Rosemary's Baby, qui étaient vraiment des premiers films d'horreur que j'avais un peu vus. Et après, là, du coup, dans ces dernières semaines, je me suis fait un marathon des films de The Grudge. Donc, j'ai vu la version de 2003, les 2 films japonais, 2002 et 2003, pardon. Et puis, j'ai vu les versions US aussi, la de 2004 et la dernière de 2020. Et j'ai même vu le premier téléfilm que je ne conseille pas à voir parce que c'est vraiment trop chiant. Et en général, c'est vraiment chiant de tout voir, ces films d'horreur. C'était vraiment pénible. Il y a vraiment que le premier japonais que j'ai aimé et la version américaine de 2004 que je trouve tout de même potable. Mais ouais, c'est pas ouf. Ça a très mal vieilli aussi, les effets. Ce que l'on attend de l'horreur, elle a mal vieilli. C'est plus ce que l'on attend de l'horreur maintenant, concrètement. Même s'il y a des très bonnes scènes. Justement, dans le premier, il y avait une scène qui m'avait marqué aussi en revoyant le premier japonais de 2002, où il y a une scène, elle est dans l'ascenseur et elle regarde ailleurs que devant elle, dans l'ascenseur. Et dans la fenêtre, on voit le petit gosse être là, pas là. Donc on dirait qu'on est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, mais avec un petit gosse un peu crépi. Donc c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé cette version, en tout cas. Et toi, Hugues, t'avais vu ça quand t'étais petit aussi ou pas? Oui, bah moi aussi je pense que j'ai vu le remake américain de 2004. Je pense que c'est celui qui est passé le plus souvent en France. Et
Surtout, il y a très très longtemps que je l'ai vu et il me reste que des fragments de souvenirs comme le petit Toshio ou la main dans les cheveux, une scène qui se passe dans la baignoire, c'est horrible. Et donc, j'ai aussi pris le temps de découvrir la saga ces dernières semaines et j'ai beaucoup apprécié. Contrairement à Michael, je trouve que ça n'a pas si mal vieilli que ça. J'ai beaucoup aimé les versions originales japonaises et j'ai détesté les remakes américains qui reprennent à la lettre tout le scénario et avec plus d'effets spéciaux vu qu'ils ont plus de budget. Je me dis parfois que je surestime la créativité d'Hollywood. Bref, j'adore les films d'horreur asiatiques car ils se différencient par leur rythme et leur art de la suggestion. Ils s'en foutent vraiment des effets spéciaux. C'est plus ce petit moment d'attente. On te montre pas, mais on te fait écouter des bruits qui te suggèrent un peu l'horreur. Et ça, j'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Surtout, c'est des films qu'il faut voir après minuit pour vraiment profiter à fond. C'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup apprécié. C'est pourquoi je pense que ça a pas mal vieilli parce que j'ai eu peur pendant toutes ces 2 dernières semaines. Chaque soir, je rentrais dans le lit avec des frissons et c'était excellent. Et le film de 2020 a été aussi très bon. Il a su se différencier des remakes qui ont été faits précédemment et ils ont essayé d'apporter un peu de nouveauté en essayant de continuer le scénario tout en restant axé sur la version originale. À propos du remake, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'ils continuent pas du tout le scénario. Ils font autre chose. Hein. Ouais, ils refont complètement, c'est ce que j'ai. Oui, c'est ça que j'ai aimé, c'est que ils changent d'endroit, ils essaient de raconter une autre histoire. C'est pourquoi le 2020, j'ai plus apprécié que celui de 2004. Parce que le 2004, c'est vraiment le même scénario, Transposé. juste avec quelques acteurs américains. Alors que celui de 2020, ils ont essayé de changer un peu le scénario, ils ont changé d'endroit, ils ont essayé d'apporter de la nouveauté. Et je pense que Bah, c'est sûr qu'il y a plus d'Américains en Amérique. Oui, bien sûr. Mais j'aime bien la volonté de changer un peu, en fait. Après, c'est la définition même du remake. Hein. C'est généralement de transposer d'une culture à l'autre. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'ils ne transposent pas que d'une culture à l'autre. Je pense qu'ils suppriment carrément toute la mythologie pour en créer une nouvelle. Et c'est peut-être ça qui est un peu dérangeant au final. Hein. On parle beaucoup de culture, appropriation culture. Donc l'appropriation d'une culture, et là c'est totalement ce que font les Américains avec leurs gros sabots. Quoi. Ce qu'on oublie, mais par exemple The Departed, le film avec Leonardo DiCaprio, Oui. à la base c'était un film japonais. Aussi, ouais. Voilà, donc c'est une transposition complète. Ouais, je pense que le truc qui m'a dérangé le plus, c'est d'avoir vu ces films de façon très proche. Donc c'est 2 films avec le même scénario, avec le même truc, donc tu n'as plus peur, et je pense que c'est ça qui m'a le plus dérangé. Et j'ai commencé par les originaux. C'est pourquoi ça m'a un peu dérangé les films américains. Moi aussi, j'ai toujours été friand d'horreur déjà et un petit peu de la culture japonaise. Et du coup, The Grudge, c'est forcément un inratable quand tu grandis dans les années 2000. Ce dont je me souviens le plus, c'est forcément le film de 2004, en fait, comme vous, de Sarah Michelle Gellar. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que le meilleur reste celui de 2004. Même si c'est un vrai remake du film japonais, je trouve qu'il est du coup mieux fait, plus flippant, les scènes sont mieux maîtrisées, le jeu d'acteur il est pas forcément meilleur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait on perd un peu du charme japonais, même si ça se passe toujours au Japon. Mais voilà, en fait ça a été fidèle à mes souvenirs, moi c'est vraiment celui que je préfère, honnêtement. Et j'attendais beaucoup du film de 2020, surtout que j'aime beaucoup le réalisateur pour son premier film The Eye of My Mother. Et j'ai été énormément déçu, alors même qu'il y a Sam Raimi, qui est producteur, qui avait aussi importé le remake en 2004. Et là, je sais pas de qui c'était la patte, mais moi j'ai détesté ce film. J'ai trouvé c'était une trahison totale à l'univers, à tout ce qui fait ce que j'aime de Grudge. Et donc, j'avais beaucoup d'attentes pour la série, pour le coup. Bah moi, au contraire de vous tous, déjà... Tu dis, Thierry, que c'était un film inratable, mais bah, je l'ai raté. Donc, moi, j'ai pas grandi avec The Grudge. Après, bah, tant mieux, parce que c'est vraiment pas une très bonne compagnie. Hein. Non, moi, j'étais plutôt The Ring, pour le coup. Ah et, Oui, moi aussi, The Ring. Vous préférez les petites filles dans un puits que au niveau des escaliers. Moi, ça me faisait plus flipper qu'une fille sorte de ma télé, tu vois, qu'un petit garçon... Avec un chat. Surtout après avoir vu un film.
Et c'est vrai que The Ring, je crois qu'il est un petit peu plus connu. Il a d'ailleurs je pense plus que ça a été été parodié dans Voilà. Mais Scary en Movie plus, et c'est tout vrai. ça. Mais ça a été parodié aussi de Grudge dans Scary Movie. Avec le mec, il bandait tellement fort qu'après il tombe dans la fenêtre avec un chat qui l'attaque sur sa bite. C'était vraiment exceptionnel Ça doit comme te Scary lier. Movie. Ouais. Oui, je me souviens de la scène, malheureusement. C'est vrai qu'on se souvient tous en fait des Scary Movie et que c'est comme ça qu'on s'est mis à regarder les vrais films après en mode ah bah attends, je veux savoir de quoi ils se moquent. Pour ma part, j'avais jamais vu The Grudge avant de vouloir faire l'émission là du coup, et je me suis tout rattrapé d'un coup. Et comme dit Ugur, c'est peut-être le fait d'avoir un peu enchaîné les films. Mais alors pour ma part, les versions japonaises m'ont pas du tout fait peur. Et les versions américaines, je les ai plus appréciées dans le sens où je comprenais mieux l'histoire. Alors, vous pouvez me blâmer parce que je comprends rien à l'histoire, mais c'est au bout du 3e film que j'ai compris comment se passait en fait la malédiction. La malédiction, parce que j'avais pas compris que c'était la maison au début. Hein. Je me disais à chaque fois, il y a une waiting list de qui c'est qui va se faire tuer. J'ai toujours pas compris. J'ai pas trop compris s'il fallait juste rentrer dans la baraque, avoir tué quelqu'un, être en colère, avoir un accident, enfin bref. C'est un peu comme tous les films de fantômes, on sait pas trop si le fantôme c'est un esprit un peu qui s'amuse avec les victimes et qui attend un peu avant de les tuer, on sait jamais. Donc il y a une liste d'attente. En fait, vas-y, explique-moi. La malédiction, c'est comme le coronavirus. C'est une fois que tu touches les surfaces de la maison. Ouais, mais comment tu le propages ? Pourtant, tu peux le propager ailleurs, dehors, etc. C'est pourquoi ils auraient dû porter des parfois masques. Ça va dehors, ça va, comme tu le dis, à la maison de retraite, etc. Pourtant, dans la version japonaise de 2002, les flics mettent des chaussures, donc ils devraient pas être contaminés. Ils sont en chaussures dans la maison. Ils n'ont pas de masque. Oui, mais ils n'ont pas de masque. Ils sont sans chaussures. Ils sont sans chaussures. Ça, franchement, c'était le running gag. À chaque fois qu'ils rentraient dans les baraques, les Japonais, ils enlevaient les chaussures et du coup, t'avais Michael à chaque fois, il m'a dit non mais désolé, si tu as une scène de crime, ne rentre pas sans chaussures dans une scène de crime, t'es en chaussettes. Tu tombes sur une flaque de sang. T'en fous partout. C'est pas possible. Et comment tu vas retrouver le meurtrier ? Non mais après je t'ai expliqué, c'est la culture japonaise. Non mais dans certaines versions, il y a pas. La version américaine. Non, même pas. Dans d'autres versions, ils retirent pas leurs chaussures les flics. Non mais ils étaient pas très smart. Oui c'est vrai. Bon ok. Bon en gros, si je peux donner mon avis, c'était les versions japonaises moi m'ont pas vraiment fait peur, mais c'est peut-être avec le recul parce que justement j'étais pas du tout réceptive à leurs effets spéciaux ratés, le jeu d'acteurs qui pour moi était ils surjouaient totalement, surtout les femmes. J'avais bien aimé l'histoire, la narration, le fait que ça soit coupé en point de vue, ça c'était appréciable. Mais pour le coup, j'avais préféré les versions américaines, alors que d'habitude, je préfère les versions originales, mais c'est un truc récurrent pour moi des films japonais en général. Parce que je regarde sans connaître que c'est des remakes, je regarde les versions américaines, après je me dis, mais en fait, il y a une version japonaise, mais je suis pas forcément une fan, moi, des films d'horreur japonais. Du côté asiatique, je préfère vraiment les films coréens pour l'horreur. Et pour ma part, j'ai préféré du coup la version de 2020 de Nicolas Péché, qui est, d'accord, je l'admets, était très explicative, mais sincèrement, j'ai mieux compris l'histoire avec ce point de vue-là, et peut-être c'est à cause de mon formatage des films américains en général, mais on va dire, pour un film d'horreur américain, c'était un bon film d'horreur, comparé aux merdes qu'ils font en général. Voilà. Bon c'est bien, on a certains d'entre nous qui ont été marqués quand nous étions jeunes, et d'autres qui viennent de découvrir, et donc maintenant qu'on connaît un peu mieux notre rapport à la franchise en général, c'est l'heure de critiquer la série. Qu'avez-vous pensé de Ju-On Origins ? Je lance le micro en l'air et vous l'attrapez. C'est moi qui commence. Alors, peut-être que je vais être aussi la seule, mais j'ai beaucoup aimé la série du coup, qui, comme son nom l'indique, revient sur les origines. Donc, on va dire, moi qui étais assez perplexe face aux versions japonaises que je trouvais assez confuses au final, parce que personnellement, en tant qu'Européenne, je confondais les personnages. J'ai pas honte de l'avouer, hein. Et du coup, j'avais beaucoup aimé... beaucoup, non, on va pas exagérer non plus. J'ai plus apprécié cette version-là. Déjà, pour son format, 30 minutes, c'est ok, surtout pour Netflix. C'était assez étonnant de trouver ça sur Netflix, en général, parce que leurs séries d'horreur sont pas terribles, je trouve. Sauf The Haunting of Hill House. Ça, on en a déjà parlé dans une émission. Voilà, non, j'ai plus apprécié la série, on va dire, du coup, que les films, en comparaison. Par contre, j'ai été assez choquée par certaines scènes, en fait. Dès le premier épisode, il y a une scène de viol qui est pas montrée, suggérée, mais du coup c'en est encore plus stressant et horrifique, je trouve. D'un point de vue psychologique, par exemple, ouvrir le ventre d'une mère enceinte ou des trucs comme ça. Et le pire, c'est que c'est des scènes récurrentes, genre
les scènes avec les enfants possédés, on va dire, elles sont vraiment récurrentes et moi ça m'avait beaucoup gênée. Et c'est pas un truc que j'avais déjà vu dans l'horreur japonaise. Je sais pas, après vous, est-ce que vous en avez pensé du coup? Je pense dans la série, ils essaient de montrer l'horreur par une autre perspective. C'est pas celui qui est fantastique, mais plus de notre monde réel. Que ça soit le viol, ou la violence conjugale, ou la violence vis-à-vis des enfants, etc. C'est plus ces scènes-là qui m'ont choqué et qui m'ont fait peur, et qui m'ont mis vraiment de façon inconfortable. Et je pense que c'est cette horreur humaine, la cruauté humaine qu'ils ont essayé de mettre en avant, et c'est ça qui a fait un peu peur en mode, certes il y a les fantômes qui font peur, mais c'est pas ça le plus dangereux, c'est l'homme en soi qui reste le plus dangereux, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans la série. Et sinon, l'ambiance reste très réaliste. On est crispé pendant tout l'épisode, heureusement que c'est que 30 minutes, parce que en laissant les 30 minutes, c'est vraiment très dense. Et le scénario change beaucoup de périodicité et reste assez axé à l'original, ce qui est dommage parce que je m'attendais à un truc très différent, un peu comme le film de 2020. Sinon, il y a 3 histoires qui se racontent en même temps et il est parfois difficile de comprendre les transitions ou de suivre l'histoire de chaque personnage, qui va mourir en premier, comme vous avez dit précédemment, genre comment ça se passe, etc. Ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais sinon, ça reste une série que j'ai beaucoup appréciée et que je continuerai. Bah, moi, c'est vrai que c'est une bonne surprise, en fait. Moi, j'étais plutôt parti, oh, encore un, comme d'habitude, voilà. Et après, je me suis dit, bah, c'est intéressant que Netflix, voilà, produise un truc japonais. Bon, après, les séries étrangères de Netflix, des fois, c'est juste, on change la langue, mais en fait, on crée un produit américanisé, hein. Je pense des fois à certaines séries comme Dark. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment que c'était dans la culture japonaise, c'était très proche du premier film japonais, tout en étant mieux. Je sais que là, je vais être un peu terrible, mais en fait, c'était mieux construit. Alors du coup, on reprend les timelines, ce qui était absent en fait des films américains de 2004, pardon. Alors que les films japonais en 2002, déjà, ils prenaient par personnage. Donc il y avait différents personnages et ça correspondait un peu à différentes timelines, ce qui était intéressant dans la construction de l'horreur. Et là, on reprend ces timelines, ces différentes choses pour en faire quelque chose de plus construit, mieux tenu pendant 6 épisodes. En plus, c'est que 30 minutes, donc 30 minutes, franchement, ça passe hyper rapidement. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment ces scènes. Alors, la scène de viol, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle m'a vraiment dérangé. Donc c'est horrible de dire ça, mais j'ai vraiment, le premier épisode, j'ai vu, oh, je sais pas où ça va, et poum, il y a cette scène-là, et j'ai fait, ah ok, là, ça devient vraiment intéressant, ça nous prend dans un autre niveau de l'horreur, qui est un peu l'horreur psychologique. Et j'ai cru qu'ils allaient maintenir ça, ce qui n'a pas été le cas au fil des 6 différents épisodes. Je trouve que, en général, c'est une bonne série, mais la fin, ça part en cacahuète. Et on comprend pas trop où ça veut aller, on comprend pas si c'est les origines. Moi, franchement, j'ai pas compris si c'était les origines ou pas. J'ai mieux compris la malédiction, comment ça se passe et tout ça, et les différentes timelines. Mais sinon, j'ai rien compris du reste. Mais c'est peut-être moi. Bah moi, je suis assez mitigé. Je trouve que c'est d'une part une arnaque sur le côté origine. Même si parler avec vous, ça me fait prendre conscience que c'est plutôt l'origine en tant que d'où viennent nos histoires de fantômes. En fait, elles viennent de la cruauté des humains. Et il y a tous ces morceaux à la télé à chaque fois, dans chaque épisode, il y a des faits divers, ça c'est vraiment intéressant comme parti pris. Mais au final, c'est pas vraiment les origines des films de Kayako, de rien de tout ça, ou en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et pour moi, c'est une petite arnaque sur le côté format. Bon, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est juste un long film, même si faut avouer que ça se regarde vachement bien en vrai. Mais il y a quand même un côté, on comprend tout que à la fin, comme dans un film ou une série Netflix. Mais après, moi j'ai bien aimé que ça revienne à une mise en scène simple, low budget, et limite il y a des côtés expérimentaux. Je sais pas si ça vous a plu, mais j'aime bien l'idée d'avoir réessayé cette surimpression un peu bizarre qu'on dirait sur la pellicule. Ou le noir et blanc. Ouais, le passage en noir et blanc. Et j'ai bien aimé la musique post-générique. Avec des couleurs vertes. Ça, c'était vraiment pas mal. Hein. Bah, ouais, à la fin du premier épisode, moi j'avais pas compris que c'était fini. Qu'est-ce que... c'est quoi cette musique? Pourquoi on voit un lac? Tu penses, ah c'est bon, c'est fini là. Et en plus, ça dure 2 minutes. Oui, c'est long.
Bon alors, merci pour cet avis, mais du coup, qu'est-ce que l'horreur japonaise a de plus que les autres? Et en fait, surtout, qu'est-ce que l'adaptation américaine va entraîner sur la série, à votre avis? Que ce soit pour le remake, ou finalement même pour ce côté international que prend la série? Michael, cette question difficile. Mickaël. Grosse question quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus, l'horreur japonaise? Elle a plus tout. C'est-à-dire qu'elle a du surjeu. Est-ce que c'est bien, vraiment? Alors, est-ce que c'est bien? Je suis pas sûr, mais après, on s'habitue. On est habitué au cinéma asiatique où le surjeu, vraiment, c'est leur spécialité. C'est-à-dire que quand on voit un acteur surjouer aux États-Unis, il faut être Jack Nicholson et pas quelqu'un d'autre. Alors qu'ici, vraiment, le surjeu est vraiment habituel et moi, j'aime bien. L'horreur japonaise, j'ai pas énormément vu. J'ai vu beaucoup, j'ai vu The Ring, j'ai vu The Grudge. On peut dire que c'est les deux plus gros qui se battent ensemble, même dans certains films. Mais je trouve que ce qu'il y a l'horreur japonaise de plus, c'est vraiment l'aspect fantôme. C'est une approche différente du mythe du fantôme en général. Je préfère l'horreur japonaise en général que le remake, que je trouve qu'on va américaniser le truc, mais alors dans ce cas-là, pourquoi pas créer une idée originale américaine et la développer avec des mythes américains? Money, money, des money. mythes. Oui, il y a le money, il y a le manque d'idées aussi, mais je sais pas pourquoi je me pris l'accent canadien d'un coup. Mais en tout cas, franchement, ça manque. Je trouve que les Américains ne devraient pas faire des remakes. Je suis quand même contre tout type de remake à chaque fois. Et juste au contraire, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas la distribution aux États-Unis des films étrangers autant que nous en France. Et je pense que c'est pour ça que les Américains, c'est un réalisateur, il vivait en Europe et il a vu un film japonais, il s'est dit ça serait trop bien de l'adapter aux États-Unis, ou des producteurs tout simplement, Sam Raimi en tête. Et sinon, je n'ai pas vu grand-chose d'horreur japonaise, mais la série a permis, je pense, de me donner plus envie de regarder des films d'horreur japonais. Leur donner leur chance en tout cas. Mais toi, tu parlais du jeu d'acteur, mais je suis pas sûr que Sarah Michelle Gellar joue mieux Non, dans la version américaine. elle est plus habituée à tuer des vampires qu'à tuer des grudges. Personnellement, moi je suis contre l'avis de Mika parce que je trouve que certes, malheureux. il a fait une analyse excellente. Je vais passer probablement pour un con, mais c'est pas grave, je vais tenter quand même. Pour moi, je trouve que les acteurs japonais jouent mieux que les acteurs américains et je préfère un peu ce surjeu. Pour moi, c'est pas du surjeu, c'est vraiment les Japonais, ils ont pas d'Oscar. Hein. Le mec, comme si c'était un argument. Pour moi, personnellement, je trouve que la réaction des Japonais est plus réaliste face à l'horreur ou la peur qu'ils ont que les Américains ont. Genre, c'est quand tu es face à une telle situation que tu vois un fantôme. Je sais pas comment tu réagis normalement, mais je pense que je réagirais plus comme un Japonais qu'un Américain. Donc, pour moi, je trouvais que c'était plus réaliste et leur réaction faciale m'a fait plus peur ou m'a fait entrer plus dans le jeu de l'horreur que l'expression faciale des Américains. Et pour moi, le fait que ça soit cheap, ça permet de mettre moins d'effets spéciaux dans les films japonais et plus axé sur la peur que les personnages ont de la situation. Alors que dans les films américains, ils vont plus privilégier en utilisant de l'argent pour mettre des effets spéciaux qui vont te faire peur, faire des jump scares, etc. Alors que les Japonais, c'est très différent comme approche et ça reste plus dans la suggestion de l'horreur. Mickaël, on va faire un happening dans l'appartement du Gur. Prends un drap blanc et on va voir s'il crie comme une japonaise. C'est ça. En tout cas, je bougerai probablement pas d'où je suis. Donc, non, tu parles. Je suis sûr que l'autre, il sortirait un couteau et nous massacrerait et ça finira en drame. Voilà, et on passera dans un fait divers dans la télé. Peut-être on aura plus de succès que ce podcast. Faut savoir que Grudge, c'est sorti... Ju-On, du coup, c'est sorti au début des années 2000. C'était l'apogée de la J-Horror, avec notamment Ring et Darkwater de Hideo Nakata, mais aussi plein de films qui sont sortis en VHS qu'on connaît même pas en fait chez nous. Et justement Kiyoshi Kurosawa, qui a fait le fameux film anthologique dont je parlais au début, a essayé de théoriser ça avec une théorie dont j'ai oublié le nom, mais en gros il a essayé de dire qu'il fallait pas montrer les humains et les fantômes sur le même plan. Du coup c'est pour ça aussi qu'on a pas mal de plans sur juste des visages apeurés ou qui crient, et qu'on a un côté un peu... on a un peu l'impression que les fantômes sont pas sur le même plan que les humains. Même dans un seul et même plan, quand ils sont côte à côte, on a toujours l'impression que c'est un peu bizarre. Alors oui, c'est sûr que c'est pas américain, mais il a théorisé plein d'autres choses de ce genre-là,
Mais c'est intéressant à étudier, moi je trouve. Et je pense que dans le film Alien, ils utilisaient aussi ce procédé, non? C'est-à-dire, ils montrent pas forcément le monstre, mais ils montrent plus la réaction des hommes, des personnages face à ce monstre. Et c'est ça qui te fait peur. Parce que même sans voir le monstre, t'as peur de qu'est-ce qu'il peut être. Et c'est ton imagination qui crée un truc encore plus horrible que ce que on peut te montrer visuellement. Bah, c'est un des meilleurs procédés de l'horreur en fait, hein. C'est celui de suggérer plus que de montrer. Voilà, et comme l'exemple très connu des Dents de la Mer, de Spielberg. En fait, il y a toujours aussi ce rapport au petit budget. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est le marché VHS qui a entraîné ça. Parce que du coup, c'était que des petits budgets et qui sont pas très connus. Ou Paranormal Et, Activity en qui ont eu fait. un succès fou. Qui- Ouais, aussi. Paranormal Activity, au final, il a suivi le même processus de commercialisation que The Grudge, si tu vas voir, parce que je crois que c'était Spielberg justement qui avait vu ce petit film et qui après a permis le succès du film en le distribuant en salle, quoi. Et c'est justement une ligne éditoriale de Blumhouse qui essaie justement pour tous ces nouveaux films, et pas les suites, mais tous les nouveaux films, il faut que ce soit un budget inférieur à tant de millions de dollars, parce qu'il veut pousser ses réalisateurs à la créativité. Et c'est comme ça qu'on a des Get Out et tout ça. Moi aussi, je serais plus fan de l'horreur suggérée. Style, tu vois le personnage déjà un peu en mode flippette, qui rentre dans une pièce et tu vois pas ce qu'il y a dans la pièce. Du coup, t'imagines à sa place ce qui se passe dans la pièce parce que tu Bah, vois si. juste sa réaction. Ça, je suis d'accord. Mais mais à mes yeux, c'est plus une méthode américaine de faire ce genre de truc. Ouais. Tu disais, ouais, les Japonais, on voit pas trop les fantômes et tout. Après, les Japonais, j'avais remarqué, ils adorent les histoires de fantômes parce que pour eux, c'est vraiment. On dirait qu'ils y croient au quotidien, quoi. Bah. Oui, enfin, c'est le cas. Ils ont des hôtels pour éviter que les esprits ils reviennent chez eux, mais c'est vraiment des sujets récurrents, en fait, qu'il y a dans les films japonais. Mais après, moi, mon expérience des films japonais, j'ai toujours été déçue. C'est peut-être ma faute, parce que j'ai souvent vu, en fait, les remakes avant les versions originales, mais vraiment par méconnaissance. The Ring, l'original, m'a fait aucun effet. Pareil pour A Tale of Two Sisters, qui avait eu un très bon remake à mes yeux, qui s'appelait, en français, c'était Les Intrus, et c'était The Uninvited, avec Emily Browning. J'avais beaucoup aimé, en fait, l'aspect psychologique des personnages, que j'avais pas retrouvé dans la version japonaise, parce que justement, c'était plus fixé sur l'horreur, enfin, le côté revenant, fantôme et tout. Donc, peut-être c'est ma faute, d'avoir vu les versions américaines avant avoir vu les versions japonaises, mais après, j'ai peut-être pas vu tout de l'horreur japonaise pour en parler de manière générale. Ce que j'avais vu qui m'avait beaucoup plu, c'était Kairo, qui est un film de Kiyoshi Kurosawa. C'était l'histoire d'un virus informatique qui poussait les gens en fait à se suicider. Donc je trouvais l'idée assez originale et bien fait pour un film qui datait du coup de 2001. Il a même été présenté à Cannes, c'est pour dire. Là, pour une fois, c'était un film qui m'avait bien fait flipper. Les histoires de revenants, ouais, j'avais bien accroché et tout. Et pour une fois aussi, il n'y avait pas des enfants impliqués dans l'histoire. Donc, vu que j'ai l'impression que c'est aussi un thème récurrent dans les films d'horreur japonais, genre de faire des revenants, mais à travers les enfants, moi, ça me perturbe trop. Voilà. Moi, juste pour rebondir sur Kiyoshi Kurosawa, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, j'ai pas vu Kairo, j'aimerais beaucoup le voir. Mais je conseille aussi pour toute l'œuvre qu'il a essayé de créer autour des fantômes, que ce soit les fantômes intérieurs, les fantômes physiques, tout ça. Donc il a fait un Shokuzai que je conseille, qui est 5 épisodes de série ou de film. Real, si vous regardez Real, qui date des années 2010, vous verrez qu'en fait c'est toujours aussi moche. Non mais voilà, et puis il a même fait en France Le secret de la chambre noire avec Tahar Rahim, donc il a essayé d'explorer ça. Après je sais que moi, toi Mickaël, t'as pas beaucoup aimé le film... Creepy et le film Invasion. Ah ouais, c'était encore pire. C'est trop lent. C'est trop lent et... Ouais. 2h30 pour ça. Ouais, franchement, je suis pas toujours excité par tout ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pourtant, sur le papier, c'est cool, hein. Ça reprend le Invasion of Body Snatchers, où on sait pas si c'est des infectés ou pas, et c'est une invasion... Mais ouais, pour moi, ça marche pas. Mais après, c'est peut-être à ce qu'on revient hein, depuis tout à l'heure, hein, l'horreur japonaise, peut-être, c'est trop pour certaines mentalités occidentales. Ça fait un peu raciste, mais c'est pas la volonté. Non, on a prouvé avec ce podcast qu'on aimait beaucoup l'horreur, et ce de tout horizon. Pour finir sur le sujet de Ju-On The Grudge, après ces 2 courts-métrages, 12 films, j'en ai compté 12, une série qu'on vient de critiquer de long en large, Et surtout en travers. et même quelques romans et un jeu vidéo,
On ne sait pas si d'autres œuvres nous attendent. Peut-être une saison 2 de Ju-On Origins, on ne sait pas. Mais du coup, j'ai une dernière question pour vous, de Grudge. On continue ou on arrête ? Je pense que l'horreur a besoin d'innover et c'est pourquoi nous avons mis en avant durant l'épisode 3 de notre podcast Jordan Peele and Ari Aster, que je vous conseille d'aller voir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'horreur autrement. Sinon, l'horreur asiatique a eu beaucoup de succès la décennie précédente. Cependant, nous avons eu assez, je pense. Comme tu viens de citer, on en a eu tellement beaucoup que c'est suffisant. Et le public recherche un nouveau style dans l'horreur. Et sur ce point-là, je pense que les Coréens sont le nouveau fer de lance de l'horreur en Asie. Alors franchement, moi j'ai une idée de film d'horreur japonaise. On remplace la cassette de The Ring et la maison de The Grudge, mais on fait plutôt un podcast qu'il ne faut pas écouter. Très bonne idée. Comme le nôtre. Ou quand on l'écoute, on meurt directement. Et si quelqu'un est là pour nous voir mourir, boum, le fantôme du Losers Club vient vous hanter jusqu'à ce que vous écoutiez notre putain de podcast. Voilà, on arrête toutes ces conneries et on cherche des nouveaux trucs à faire, quoi. Comme t'as dit, hein, t'as fait le compte, là, 2 courts-métrages, 12 films, séries, films. Mais on en mange trop et au bout d'un moment, on a envie de vomir. Et c'était un peu mon cas, là. Même si au final, je suis plutôt positif pour la série. Et s'il y a une saison 2, ok, bah je la regarderai, mais bon, pas plus, hein. Bah pour le coup, je pense qu'on connaît trop bien Kayako. Peut-être qu'avant, elle faisait peur. Mais maintenant, on l'attend, en fait, comme une bête de foire. La preuve sur moi, en fait. Moi, dans le film de 2020 et la série, je l'attendais. J'étais là, ouais, Kayako avec ses cheveux longs noirs sur le visage. Et elle est jamais venue. Justement, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit, en fait, ces mecs-là. Le mec qui ont fait le film et la série, c'est qu'on connaissait trop Kayako et donc ils l'ont enlevé. Donc c'est peut-être une bonne idée qu'ils ont eue, mais au final, c'est plus The Grudge pour moi. C'est plus Ju-On, c'est juste une maison hantée avec des fantômes. Donc pour moi, on arrête The Grudge. Mais on regarde quand même la série, puisqu'on vous l'a conseillé. Et on arrête aussi cette émission, puisqu'on a fait le tour du sujet et que nous n'avons plus rien à dire. Nous avons fini de vous infecter. Et oui, la théorie de Mickaël était la vraie. Vous êtes donc maudits. Et si vous partagez pas l'émission très vite sur Instagram et Twitter, les deux, @le Losers Club ou sur Facebook au Losers Club, vous mourrez dans les 7 jours. Voilà, on fait un mix de tout. Et puis il faut que ça soit au moins un minimum 10 personnes et pas 2 fois la même personne, sinon ça marche pas. Et sur différents réseaux sociaux aussi. Et une chaîne de mail aussi. Voilà, c'est très complexe, mais en gros, faut partager. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sayonara. Ah, bravo. Salut. Arigato. Saimasu. Ça veut rien dire. C'est pas grave, c'est des mots japonais. Non, mais Ça reste Au japonais. revoir à la maman de Céline. Do you want a balloon too, Georgie?